Au moment où je me suis assise seule, à la table de Noël vide, entourée non pas de rires et de famille, mais de silence, j'ai senti quelque chose en moi se briser définitivement. Il n'avait ça même pas pris la peine d'appeler. Pas d'explication, pas d'excuse. J'ai passé les fêtes à regarder l'horloge, me nourrissant de faux espoirs à chaque heure qui passait. Mais quand ils sont revenus une semaine plus tard, non pas avec des vœux tardifs, mais avec des appels à l'aide désespérés, je n'étais plus la même femme. J'étais une femme qui avait appris la valeur de son temps et de son amour. Et cette fois, j'avais un avocat et un plan. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Margaret Donovan, mais tout le monde m'appelle Meg. J'avais 67 ans en ce mois de décembre, une comptable à la retraite vivant à Spokane, dans l'État de Washington. J'avais passé ma vie immergée dans les chiffres, tenant la comptabilité de petites entreprises et de familles, et j'étais douée pour ça. Fiable, minutieuse, digne de confiance. C'est ainsi que les gens m'avaient toujours décrite. Pourtant, aucune fiabilité, ni aucun soin n'aurait pu me préparer à la dévastation silencieuse de ce réveillon de Noël. Le matin du réveillon avait commencé comme d'habitude, avec un mélange d'anticipation et de rituel. Je me suis levée tôt, bien avant que la première lueur ne perce le ciel, et j'ai écarté les lourds rideaux pour découvrir une fine couche de neige, poudrant le quartier. C'était le genre de neige douce et intacte qui promettait des fêtes dignes d'une carte postale. Je me suis enroulée dans mon épais cardigan, celui qu'Harold m'avait offert pour notre 30e anniversaire, et je suis allée à la cuisine où l'odeur de cannelle et de pain frais de la veille flottait encore. Je m'étais préparée pendant des jours. La dinde décongelait parfaitement dans le réfrigérateur. La sauce au canneberge était faite maison, pas en conserve, exactement comme ma fille Caroline l'aimait. Il y avait un plateau de sablé en forme d'étoile, d'arbres et de cloches, méticuleusement glacé de rouge et de vert. J'avais même sorti la vieille porcelaine de Noël du fond du placard, essuyant chaque assiette et chaque tasse jusqu'à ce qu'elle brille sous les lumières de la cuisine. J'ai vérifié mon téléphone plusieurs fois, tout au long de la matinée, attendant des nouvelles, des SMS, des messages vocaux, n'importe quoi pour confirmer que mes enfants et petits-enfants étaient en route, ou que la circulation les retardait, ou même juste un emoji pour dire « Je pense à toi ». Mais le téléphone est resté silencieux, à l'exception d'un appel indésirable occasionnel ou d'un email promotionnel me souhaitant de joyeuses fêtes de la part d'une entreprise chez qui je n'avais rien acheté depuis des années. Pourtant, j'ai refusé de laisser le doute s'installer. Les familles sont en retard, les plans changent, mais l'amour reste constant. C'est ce que je me suis dit en mettant la table pour 6 personnes, une pour moi, 2 pour Caroline et son mari James, 2 pour mes petits-enfants adolescents, Ethan et Maddie, et une de plus, au cas où. J'ai placé une petite chaussette à chaque place, remplie de petites babioles et de Père Noël en chocolat. J'ai même disposé des brins de houx au centre, pensant que ce serait joli sur les photos. Je me suis habillée avec soin cet après-midi-là, choisissant un pull vert foncé, brodé d'une petite étoile dorée sur le cœur, un pantalon noir et les boucles d'oreilles en perles qu'Harold m'avait offertes le Noël avant son décès. J'ai mis un peu de parfum sur mes poignets, une habitude d'une autre époque, où les fêtes signifiaient compagnie et rire. Je voulais être à mon avantage, leur montrer qu'ils rentraient chez quelqu'un qui se souciait encore, qui se souvenait encore.
Au fil de la journée, le ciel a pris une teinte de bleu plus profonde, et la neige à l'extérieur s'est épaissie, givrant le monde de silence. Je me suis déplacée dans la maison, allumant des bougies, jouant de vieux disques de Noël qui crépitaient sur mon tourne-disque vintage. La maison était chaleureuse et accueillante, remplie des odeurs de dinde rôtie, de pain cuit et d'épices douces. À 4 heures, j'ai commencé à m'inquiéter. À 5 heures, je faisais les 100 pas entre la cuisine et le salon, jetant un coup d'œil par la fenêtre, toutes les quelques minutes, à la recherche de phares. À 6 heures, je me suis assise à table, la nourriture disposée comme une offrande, la vapeur s'élevant dans l'air. À 7 heures, j'ai su. Il ne viendrait pas. Pas d'appel. Pas de SMS. Pas d'explication. Je suis restée assise en bout de table, seule âme vivante, dans une pièce destinée à la célébration, fixant les bougies qui vacillaient faiblement contre l'obscurité grandissante. J'ai regardé la cire fondre et s'accumuler à la base, goutte à goutte, comme si la maison elle-même pleurait. J'ai mangé une petite tranche de dinde pour sauver les apparences, la coupant en morceaux nets que j'ai à peine goûtés. J'ai forcé une gorgée de vin, sentant sa brûlure dans ma gorge d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'alcool. Ensuite, j'ai rangé la nourriture méthodiquement, emballant les plats dans du papier d'aluminium, empilant les assiettes dans l'évier pour les laver plus tard. Je n'ai pas pleuré. Je me suis dit qu'il y aurait du temps pour ça plus tard, si j'en avais besoin. Au lieu de cela, je suis retournée dans le salon. Je me suis blottie sur le canapé sous la vieille couverture d'Harold et j'ai fixé les lumières scintillantes du sapin. Les souvenirs ont envahi mon esprit comme des invités non désirés. Harold hissant une jeune Caroline sur ses épaules pour placer l'étoile au sommet du sapin. Thomas piquant des biscuits sur le comptoir de la cuisine quand il pensait que je ne regardais pas. Maddie, à peine 5 ans, chantant des chants de Noël avec une joie débridée. Le rire d'Ethan alors qu'il déballait un train miniature un matin de neige. Ce n'était plus que des échos maintenant, des ombres dansant sur les murs. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Pendant un instant, l'espoir a jailli si vivement dans ma poitrine que ça m'a presque fait mal. C'était un SMS de groupe de Caroline. Joyeux Noël à tous, avec une photo de leur famille souriant près d'un autre sapin, un qui n'était pas dans ma maison. Ils n'avaient pas oublié Noël. Ils avaient juste choisi de le passer sans moi. Je suis restée là, à regarder l'écran jusqu'à ce que l'image se brouille à travers les larmes que je n'avais pas l'intention de verser. J'ai éteint le téléphone et je l'ai posé face contre table sur la table basse. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant les allées, les routes et les rêves que j'avais si soigneusement construits pour cette journée. J'ai alors réalisé que ce n'était pas la colère qui me remplissait, c'était la clarté. Ils avaient tracé leurs limites. Et maintenant, pour la première fois de ma vie, j'allais tracer les miennes. Demain ne me trouverai pas assise à cette même table, espérant des miettes d'affection. Demain, je commencerai à récupérer la vie que j'avais si librement donnée à des gens qui n'en voyaient plus la valeur. Mais pour ce soir, je me suis permis de rester tranquillement en ma propre compagnie. Je n'étais pas seule, j'étais simplement seule, et c'était quelque chose avec quoi je pouvais apprendre à vivre. Le lendemain de Noël est arrivé avec une honnêteté brutale à laquelle je ne pouvais échapper. Il n'y avait pas de cadeaux à ouvrir, pas de cris joyeux d'enfants, pas d'odeur de brioche à la cannelle sortant du four. Les seuls bruits étaient le bourdonnement mécanique du chauffage qui se mettait en marche et le léger gémissement de la vieille maison,
s'installant dans une autre journée d'hiver froide. Je me suis déplacée lentement dans la maison, le corps raide d'une nuit passée recroquevillé sur le canapé, portant toujours le pull vert et les boucles d'oreilles en perles que j'avais enfilées avec un espoir si insensé la veille. Je me suis préparé une cafetière de café, par habitude, plus que par envie. L'amertume de l'infusion a rempli la cuisine alors que je me tenais là, regardant le jardin couvert de neige. Mon souffle embuait la vitre alors que je me penchais plus près, traçant des motifs invisibles du bout du doigt. Le monde extérieur avait l'air intact, parfait même, mais à l'intérieur de la maison et à l'intérieur de mon cœur, il n'y avait qu'un vide creux. Je suis allée dans le salon et je me suis assise au petit secrétaire qu'Harold m'avait offert pour notre 25e anniversaire. Il prenait la poussière depuis des années, encombré par des meubles plus récents et oublié dans l'agitation de la vie quotidienne. Maintenant, dans le calme après la déception, il m'appelait comme un vieil ami. J'ai ouvert le tiroir du haut et je l'ai trouvé tel que je l'avais laissé. Une pile nette d'enveloppes, attachées ensemble avec un ruban rouge, des cartes d'anniversaire, des vœux de fin d'année, des notes manuscrites d'il y a des années. J'ai dénoué le ruban avec des doigts tremblants et j'ai commencé à les trier. Il y avait des cartes de Caroline, vives et colorées, remplies de promesses de venir bientôt, d'excuses d'être si occupée, de déclarations d'amour signées avec fioriture. Il y avait des lettres de Thomas, toujours plus courtes, plus pratiques, mais non moins affectueuses dans leurs phrases laconiques. « Merci pour tout, maman. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » J'ai trouvé des dessins au crayon de Maddie et Ethan quand ils étaient petits. Les bonshommes allumettes, toujours souriants, toujours avec des cœurs exagérés, dessinés au-dessus de leur tête. Chaque morceau de papier semblait plus lourd que le précédent, lesté de souvenirs qui avaient maintenant un goût amer sur ma langue. Des promesses, tellement de promesses, de venir plus souvent, d'appeler tous les dimanches, de passer les vacances ensemble, comme au bon vieux temps. Il les avait pensées un jour, j'en étais sûre. Mais le temps avait érodé ces promesses, comme le vent use la pierre, lentement, imperceptiblement, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un vague souvenir. J'ai fouillé plus profondément dans le tiroir, et j'ai trouvé une enveloppe en manille, étiquetée « Documents de la maison ». À l'intérieur se trouvaient des copies du prêt que j'avais cosigné pour Caroline et James lorsqu'ils ont acheté leur deuxième maison. Un autre dossier contenait la reconnaissance de dette de Thomas, datée de 7 ans, lorsqu'il avait lancé sa première entreprise et avait besoin de fonds de démarrage. Je me suis souvenu des réunions avec la banque, de la fierté que j'avais ressentie en aidant mes enfants à faire des pas audacieux vers leur avenir. Je l'avais fait volontiers, sans hésitation, parce que c'est ce que font les mères. Elles donnent, même quand personne ne demande. Elles espèrent, même quand il n'y a aucune garantie. Elles croient, même quand le doute s'installe. Je me suis adossée à la chaise, tenant les documents lâchement sur mes genoux, et j'ai ressenti un étrange détachement s'installer en moi. C'est comme si je lisais l'histoire de la vie d'une autre femme, quelqu'un qui avait tout donné et qui se retrouvait avec rien d'autre que des bouts de vieux papier et des assurances brisées. La bouilloire a sifflé dans la cuisine, vive et stridente, me tirant de mes pensées. Je me suis levée et je me suis préparé une autre tasse de café, bien que la première ait à peine été touchée. Le rituel m'a réconfortée, un rappel que certaines choses pouvaient encore être contrôlées, même si les plus grands morceaux de ma vie m'avaient échappé. Je me suis assise à la table de la cuisine avec ma tasse, et j'ai fixé le centre de table de poinsettia maintenant fané.
Ses feuilles rouges vifs commençaient à se recroqueviller sur les bords, l'éclat s'estompant heure par heure. J'ai pensé à la dernière conversation que j'avais eue avec Caroline en novembre. Elle avait promis qu'il viendrait pour Noël, promis que ce serait « comme quand nous étions enfants, maman, tu verras ». Et je l'avais cru, tout comme j'avais cru Thomas quand il avait dit qu'il me rembourserait dans 1 an, peut-être 2 au plus. Tout comme j'avais cru James quand il m'avait assuré qu'il viendrait ici tous les mois, une fois que le nouveau bébé serait né. Tout comme je les avais tous crus quand ils avaient dit que je ne serais jamais seule. Mais les promesses, j'ai réalisé, sont faciles à dire et difficiles à tenir. Dehors, le vent s'est levé, sifflant dans les avant-toits, et envoyant des rafales de neige danser dans la rue. J'ai regardé les rafales battre les bancs de neige soigneusement construits, les remodelant sans pitié, effaçant le travail minutieux des mains et des pelles comme s'ils n'avaient jamais existé. C'était une métaphore appropriée. J'avais construit ma vie autour d'eux, posé mon amour et mes sacrifices brique par brique, croyant que cela créerait quelque chose de permanent, d'inébranlable. Mais à la fin, c'était aussi fragile que des congères sous un vent d'hiver. En milieu de matinée, j'ai rangé les décorations de Noël. J'ai enveloppé soigneusement les ornements dans du papier de soie. Je les ai mis dans leur bac, j'ai dépouillé l'arbre et je l'ai luté pour le remettre dans sa boîte. J'ai aspiré les aiguilles tombées, j'ai essuyé les étagères où pendaient des guirlandes. Chaque action ressemblait à un exorcisme, une façon de récupérer l'espace qui avait été saturé de tant d'espoirs déçus. Quand j'ai eu fini, je me suis tenue au centre du salon vide et j'ai pris une profonde inspiration. Il était temps d'arrêter de pleurer des promesses qui avaient été dispersées comme des cendres au vent. Il était temps de commencer à me faire des promesses à moi-même. De petites promesses, peut-être. De simples promesses. Mais des promesses que j'avais l'intention de tenir. C'était le dernier vendredi de décembre, l'air à l'extérieur cassant et vif de froid. Le genre de froid qui s'infiltrait dans les murs et s'installait profondément dans vos os, peu importe à quel point vous montiez le chauffage. J'avais passé la matinée à réorganiser mes étagères, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Il y avait un étrange réconfort à manipuler les vieux livres reliés, à épousseter chaque dos et à trouver de petites notes, oubliées, glissées entre les pages. Une recette de ma main, une liste de courses d'il y a 10 ans, une fleur pressée qui s'est effritée au moment où je l'ai touchée. J'étais à mi-chemin de l'alphabétisation des romans policiers quand j'ai entendu frapper à la porte. Cela m'a surprise. Plus personne ne venait sans appeler, pas dans ce monde de SMS et de mises à jour sur les réseaux sociaux. J'ai essuyé mes mains sur mon jean et je me suis dirigée vers la porte, jetant un coup d'œil par la fenêtre latérale étroite. Debout là, se balançant mal à l'aise d'un pied sur l'autre, se trouvait mon fils, Thomas. Sa femme, Christina, se tenait légèrement derrière lui, les bras croisés fermement sur sa poitrine, son expression gardée. Pendant une brève et folle seconde, mon cœur s'est soulevé. Peut-être qu'ils étaient venus s'excuser. Peut-être qu'ils avaient réalisé ce qu'ils avaient fait et voulaient se racheter. Peut-être que Noël avait pesé sur leur conscience plus qu'il ne l'avait laissé paraître. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte lentement, l'air d'hiver se précipitant devant moi dans le couloir chaud. Thomas a souri, mais c'était un sourire mince et nerveux qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Salut, maman » a-t-il dit, sa voix trop forte, trop vive. « Thomas, Christina » ai-je dit en m'écartant pour les laisser entrer. Ils sont entrés avec hésitation,
comme des invités incertains de leur accueil, leurs yeux parcourant le salon, comme pour évaluer les changements depuis leur dernière visite. Le regard de Christina s'est attardé sur l'espace vide où se tenait le sapin de Noël quelques jours auparavant, sa bouche se crispant légèrement, avant qu'elle ne reporte son attention sur son mari. Nous sommes restés là, dans un triangle maladroit, le silence assez épais pour être touché. « On peut s'asseoir » a finalement demandé Thomas. J'ai hoché la tête et je les ai conduits au salon, m'installant dans mon fauteuil habituel pendant qu'ils se perchaient ensemble sur le canapé, proches mais sans se toucher. Thomas s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, ses mains se frottant comme s'il pouvait se réchauffer par friction. « Je suis désolé de passer comme ça, a-t-il commencé. Et je pouvais entendre la cadence répétée dans sa voix. On ne te dérangerait pas si ce n'était pas important. J'ai attendu. Il s'est de nouveau déplacé, jetant un coup d'œil à Christina, qui lui a fait un signe de tête à peine perceptible. Le fait est, a-t-il poursuivi, que j'ai quelques problèmes. Nous avons des problèmes. La mâchoire de Christina s'est crispée, mais elle n'a rien dit. Je suis restée silencieuse, laissant le poids de leurs propres mots s'installer entre nous. Thomas a pris une profonde inspiration. « Tu connais l'entreprise que j'ai lancée il y a quelques années, l'entreprise de paysagisme ?» Bien sûr que je la connaissais. Je l'avais aidée avec l'investissement initial, liquidant une partie de mon épargne retraite pour qu'il puisse acheter du matériel et embaucher une équipe. J'avais signé les papiers sans hésiter, croyant en ses rêves comme seule une mère le pouvait. Les choses ont été difficiles, a-t-il dit en choisissant ses mots avec soin. On a eu quelques problèmes financiers, on a fait des expansions qui n'ont pas abouti. Et maintenant, il s'est arrêté, sa gorge se nouant, alors qu'il déglutissait. Maintenant, il y a un procès. Christina s'est déplacée inconfortablement à côté de lui, évitant mon regard. J'ai attendu, ne disant toujours rien. Un client nous poursuit pour rupture de contrat, a dit Thomas, sa voix tombant à un murmure, comme si le dire doucement atténuerait le coup. Et si on perd, on pourrait tout perdre. La maison, l'entreprise, tout. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Pas une seule fois il n'a mentionné Noël. Pas une seule fois il n'a demandé comment j'allais, si j'avais été seule, si j'avais été blessée. Il était là parce qu'il avait besoin de quelque chose, non pas parce que je lui manquais, non pas parce qu'il regrettait de m'avoir laissée seule à la table des fêtes, parce que j'étais une ressource, un moyen pour une fin. On a besoin d'un avocat, a dit Christina, rompant son silence. Sa voix était cassante, impatiente. Un bon. Et on n'a pas les moyens de payer le genre d'honoraires qu'il demande. Pas sans aide. Le mot aide a atterri entre nous comme une pierre dans un étang calme. Il me demandait de l'argent. Encore. J'ai croisé les mains sur mes genoux, sentant la rugosité de ma propre peau, les veines ressortant plus nettement ces jours-ci. « De combien avez-vous besoin ?» ai-je demandé, ma voix si calme qu'elle m'a même surprise. Thomas s'est éclairci, prenant mon calme pour de la bonne volonté. Environ 20 000 pour commencer. Peut-être plus si ça va au procès. Christina s'est penchée en avant, ses ongles manucurés tapotant anxieusement contre sa tasse de café. « C'est juste temporaire, a-t-elle ajouté rapidement. On te remboursera. On le jure. C'est juste que... on n'a plus d'options. » J'ai pensé aux documents de prêt, encore rangés dans le tiroir de mon bureau, aux promesses faites et rompues, comme des brindilles fragiles sous les pieds, au Noël silencieux, à la table vide, aux cadeaux non ouverts.
J'ai pensé aux décennies que j'avais passées à faire passer les besoins de tout le monde avant les miens. Je me suis levée lentement de mon fauteuil. Thomas et Christina se sont redressés, attendant, pleins d'espoir. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », ai-je simplement dit. Leurs visages se sont décomposés, mais ils l'ont rapidement masqué derrière des sourires serrés et polis. « Bien sûr, » a dit Thomas, en se levant maladroitement. « Bien sûr, maman, on comprend. » Christina s'est également levée, lissant son manteau de mouvements rapides et agités. « On espère juste que tu réfléchiras vite, » a-t-elle dit, sa voix sèche. « Il y a un délai pour déposer les réponses. » J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien dit de plus. Ils se sont dirigés vers la porte, ont murmuré de rapides au revoir et ont disparu de nouveau dans le froid. J'ai refermé la porte derrière eux et je me suis appuyée contre elle un long moment, le bois froid pressant dans mon dos. Cette fois, je ne me précipiterai pas pour les sauver. Cette fois, je réfléchirai. Cette fois, je me choisirai. Après leur départ, je suis restée immobile pendant ce qui a semblé des heures, bien que ce n'ait probablement été que quelques minutes. La maison était de nouveau silencieuse, mais ce n'était pas le silence doux et paisible que j'avais appris à accueillir. C'était le genre lourd et oppressant qui enveloppait mes épaules comme un linceul humide et suffocant. Je me suis finalement éloignée de la porte et j'ai erré dans le salon, ne sachant que faire de moi-même. Je me suis affalée dans le vieux fauteuil, celui qu'Harold revendiquait chaque soir, avec un livre dans une main et un verre de thé glacé dans l'autre. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les souvenirs de lui m'envahir, de petites lueurs d'une vie qui semblait incroyablement lointaine. Harold, qui m'avait toujours dit que l'amour consistait à être présent, même quand c'était difficile. Harold, qui avait été là pour chaque étape importante, chaque faux pas, chaque matin de Noël, sans jamais me faire sentir comme un fardeau. La trahison de mes enfants piquait plus profondément, parce qu'elle contrastait si vivement avec la vie qu'Harold et moi avions construite ensemble. L'amour avait toujours été une action pour moi, pas un sentiment. C'étaient des nuits passées à soigner des enfants malades, des matins à préparer des déjeuners en étant en retard au travail, des week-ends sacrifiés pour des matchs de football et des récitals de piano. C'était économiser pour l'université au lieu de prendre des vacances, couvrir des urgences dont ils n'ont même jamais eu connaissance, rester dans l'ombre pour qu'ils puissent briller sous les projecteurs. Je croyais, naïvement peut-être, que ce genre d'amour serait un jour rendu en nature. J'ai attrapé le vieux registre que je gardais sous la table basse, celui où je suivais mes finances personnelles avec la même précision que j'offrais autrefois à mes clients. J'ai feuilleté les pages, traçant l'écriture soignée et nette qui documentait chaque dollar prêté, chaque dépense couverte, chaque sacrifice fait au nom de la famille. Les chiffres me fixaient comme des accusations silencieuses. La compte pour la première maison de Caroline et James. Les réparations de voitures de Thomas, quand il ne pouvait pas se les permettre. Les factures médicales du petit Ethan, quand l'assurance de Christina avait expiré. J'avais payé, payé et payé. Et pas une seule fois, je n'avais tenu les comptes dans mon cœur. Mais le registre racontait une autre histoire, une que je ne pouvais plus ignorer. J'ai refermé le livre et je l'ai posé sur mes genoux, passant la main sur la couverture en cuir usé. J'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de colère monter dans ma poitrine. Non pas parce que je regrettais de les avoir aidés. Je l'avais fait volontairement, par amour, par un sens du devoir qui me semblait aussi naturel que de respirer, mais parce qu'ils en étaient revenus à voir mon amour non pas comme un cadeau,
mais comme une obligation. Ils en étaient venus à croire que, peu importe ce qu'ils prenaient, je serais toujours là pour donner plus. J'ai penché la tête en arrière contre le fauteuil et j'ai fixé le plafond, les vieilles poutres en bois sombre, contre la peinture blanche. Quelque part en chemin, le sens de l'amour s'était perdu, tordu en quelque chose de transactionnel et de creux. J'ai pensé à Thomas et Christina, assis sur mon canapé, leurs visages tendus d'inquiétude, leurs voix suintant l'urgence. Ils n'étaient pas venus pour renouer. Ils n'étaient pas venus pour s'excuser. Ils étaient que venus parce qu'ils avaient fort besoin d'un autre retrait de la banque de ma vie. La prise de conscience m'a frappé plus fort que prévu. L'amour ne devrait jamais se mesurer en dollars et en centimes. Mais me voilà, tenant un registre qui disait le contraire. Je me suis levée du fauteuil et je suis allée à la fenêtre, regardant la rue en bas. Des flocons de neige dérivaient paresseusement dans l'air, se posant sur les branches du chêne de mon jardin. Le monde avait l'air si paisible de l'intérieur, si immobile. Pourtant, je savais que sous la parfaite couche blanche, la vie était désordonnée, compliquée et souvent cruelle. Je me suis détournée de la fenêtre et je suis retournée au secrétaire. J'ai sorti une feuille de papier et j'ai débouché mon stylo. Ma main a plané sur la page un long moment avant que je ne commence à écrire, les mots venant plus facilement que je ne l'avais prévu. J'ai tout écrit, les prêts, les paiements, les promesses faites et rompues. J'ai écrit sur le réveillon de Noël que j'avais passé seul, les chaises vides, la nourriture intacte qui refroidissait. J'ai écrit sur le cou, à ma porte, et le désespoir creux dans leur voix. Et puis, au bas de la page, j'ai écrit une simple vérité que je n'avais jamais osé admettre auparavant. L'amour ne signifie pas s'effacer pour les autres. J'ai plié soigneusement le papier et je l'ai placé dans le registre, le glissant parmi les années d'archives, comme une dernière entrée dans un long et épuisant conte. Il était temps de clore ce chapitre, non pas avec amertume, non pas avec vengeance, mais avec une compréhension lucide que l'amour pour quelqu'un n'exigeait pas de se sacrifier à chaque tournant. Je méritais mieux, non pas parce que j'avais tout donné, mais parce que j'existais. Je n'étais pas seulement une mère, une grand-mère, une solution pratique à leurs problèmes. J'étais une femme qui avait mérité le droit de vivre le reste de sa vie sans être vidée par ceux qu'elle aimait le plus. Le soleil a baissé sur l'horizon, projetant de longues ombres sur le sol du salon. J'ai rassemblé le registre, les papiers volants, les vestiges d'années passées à me déverser pour les autres, et je les ai doucement placés dans une boîte. Je l'ai scellé avec une bande de ruban adhésif et je l'ai portée dans la chambre d'amis, la plaçant en haut d'une étagère, où je ne la verrais pas tous les jours. Elle faisait toujours partie de mon histoire, mais elle ne dicterait plus la fin. Je suis retournée dans le salon et je suis restée là, laissant le silence s'installer autour de moi comme un manteau protecteur. Thomas et Christina reviendraient bientôt, attendant des réponses, attendant de l'aide, s'attendant à ce que je sois la même femme qu'ils avaient toujours connue. Mais je ne l'étais pas, plus maintenant. Et la prochaine fois qu'ils demanderaient un prix, ils découvriraient que j'avais enfin appris à dire non. Le lendemain matin, la décision s'est installée en moi comme une seconde peau. Ce n'était pas dramatique ou flamboyant, comme j'avais toujours imaginé que se défendre pourrait l'être. C'était plus silencieux, plus lourd, quelque chose de plus proche de l'inévitabilité que du triomphe. Je me suis versé une tasse de café, noir et fort, et je me suis assise à la table de la cuisine, les premiers rayons de soleil tranchant la pièce en fins faisceaux vifs.
Ils éclairaient les coins de la maison que j'avais négligés, la poussière sur le rebord de la fenêtre, les bords effilochés du vieux tapis. La vie, après tout, avait continué même quand je ne regardais pas assez attentivement. J'ai ouvert le vieil agenda que je gardais près du réfrigérateur, feuilletant les anniversaires et les commémorations, les notes que j'avais griffonnées comme rappel pour appeler, pour rendre visite, pour envoyer une carte. J'ai trouvé une page blanche, j'ai tracé une ligne droite en haut, et j'ai écrit 2 mots en grandes lettres délibérées, nouvelles règles. La première règle était simple, plus de dons inconditionnels. J'ai pensé à toutes les fois au fil des ans où j'avais dit oui automatiquement, à toutes les fois où j'avais puisé dans mes économies, annulé mes plans, reporté mes rêves pour faciliter ceux de quelqu'un d'autre. J'ai pensé aux vacances manquées, aux réparations de maisons reportées, aux petits sacrifices silencieux qui s'étaient accumulés en quelque chose de massif et d'invisible, comme des couches de poussière s'installant sur un meuble oublié. La deuxième règle, l'amour ne serait plus confondu avec l'obligation. J'aimais Thomas, j'aimais Caroline, j'aimais mes petits-enfants. Cela n'allait pas changer. Mais l'amour ne signifiait pas renoncer à ma dignité. L'amour ne signifiait pas être un portefeuille qu'il pouvait ouvrir quand les choses devenaient difficiles, pour être refermé et oublié à nouveau, quand il n'avait plus besoin de ce que je pouvais donner. La troisième règle, ma paix passerait en premier. Cela semblait égoïste, même en l'écrivant. Mais j'ai laissé les mots. J'en avais assez d'attendre des miettes d'attention, assez de me modeler pour m'adapter à leur vie trépidante. Je méritais des matins passés à savourer un café, des après-midi à flâner dans les librairies, des soirées à rire avec des amis qui appelaient parce qu'ils le voulaient, pas parce qu'ils avaient ce besoin de quelque chose. J'ai refermé l'agenda et je l'ai fermement reposé sur le comptoir. Les nouvelles règles étaient écrites, mais elles ne signifieraient rien si je ne les appliquais pas. Vers le milieu de la matinée, mon téléphone a vibré. Je l'ai fixé un long moment avant de le prendre. C'était un message de Thomas. « Salut maman, je prends juste des nouvelles. Tu y as réfléchi ? On aurait vraiment besoin de ton aide. Je t'aime. » Les mots étaient Mandala sur l'écran, brillant faiblement, comme s'il me mettait au défi de répondre comme je l'avais toujours fait, avec hésitation, avec culpabilité, avec cet espoir douloureux que cette fois serait différente. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai pris une douche, laissant l'eau chaude marteler mon dos, lavant une sorte de résidu invisible de toutes les fois où j'avais dit oui contre mon meilleur jugement. Je me suis habillée lentement, choisissant un pull doux et un jean confortable. Rien d'extraordinaire, juste des vêtements qui me ressemblaient. Puis j'ai attrapé mon sac à main et je suis sortie. J'ai conduit jusqu'au cabinet d'avocats de Parker et Smith, un petit cabinet niché entre une boulangerie et un antiquaire du centre-ville. Je les avais cherchés la veille, lisant les critiques et m'assurant qu'ils se spécialisaient dans la planification successorale et le droit de la famille. La réceptionniste, une femme gentille nommée Sandra, m'a accueillie avec un sourire et m'a tendu un presse-papier avec des formulaires. Je les ai remplis régulièrement, ma main étonnamment stable alors que je détaillais mes informations. Quand la jeune avocate, une femme pas beaucoup plus âgée que Caroline, m'a appelée dans son bureau, j'ai tout expliqué d'un ton calme et mesuré. Les prêts aux entreprises, les hypothèques cosignées, le manque de remboursement, la demande récente d'honoraires d'avocat. Elle a écouté sans juger, hochant la tête et prenant des notes. Quand j'ai eu fini,
Elle a souri chaleureusement et a dit « Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez, Madame Donovan. Assurons-nous que vous soyez protégée. » Nous avons passé les 2 heures suivantes à rédiger des documents qui changeraient tout. Un accord stipulant que toute aide financière future se ferait sous la forme de prêts formels, avec intérêt et calendrier de remboursement. Une révision de mon testament, supprimant les héritages automatiques jusqu'à ce que des conditions spécifiques soient remplies. Des limites claires et applicables qui n'étaient plus des suggestions, mais des exigences. En signant les papiers, j'ai senti quelque chose se déployer en moi, quelque chose de longtemps dormant. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de l'amertume, c'était de la résolution. Je leur avais tant donné par amour. Maintenant, s'ils voulaient prendre mon aide, ils devraient se la mériter avec respect. Quand je suis rentrée à la maison semblait différente, plus légère. Non pas parce que quelque chose avait changé physiquement, mais parce que je l'avais récupérée, non pas la structure, mais l'espace qu'elle occupait en moi. Mon téléphone a de nouveau vibré ce soir-là. Un autre message de Thomas, plus court cette fois. J'ai vraiment besoin de savoir, maman. C'est urgent. Je me suis assise à la table de la cuisine, mon agenda ouvert à côté de moi. Les mots « nouvelles règles » me fixant. J'ai tapé une réponse, lente et délibérée. Thomas, j'ai pris des décisions sur la façon dont je gérerai les questions financières à l'avenir. Si toi et Christina avez sérieusement besoin d'aide, vous devrez examiner un accord formel avec votre avocat. Je serai heureuse de vous l'envoyer par email. Fais-moi savoir. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir me remettre en question. Le silence qui a suivi était assourdissant, mais il ne faisait pas mal comme avant. Il semblait propre. Il semblait juste. J'ai refermé mon téléphone et je me suis versé un verre de vin, portant un toast silencieux à la femme qui avait enfin appris qu'aimer sa famille ne signifiait pas se perdre dans le processus. Les nouvelles règles étaient en place, et cette fois, elles étaient là pour rester. Les jours qui ont suivi semblaient étrangement calmes, comme si le monde retenait son souffle. J'ai vaqué à mes occupations avec le même calme délibéré. Café le matin, une courte promenade quand le temps le permettait. Lecture l'après-midi et mots croisés le soir. Mais sous la surface, quelque chose changeait. C'est comme si je voyais tout avec de nouveaux yeux. Non seulement les pièces de ma maison, mais la couche de ma vie que j'avais ignorée trop longtemps. Un matin, en réorganisant un tiroir dans le couloir, je suis tombée sur un vieil album photo. Il était rangé depuis des années, sous des manuels d'instruction, des rallonges et des choses dont je n'avais plus l'utilité. Les bords étaient effilochés, la couverture légèrement craquelée, mais les photos à l'intérieur étaient intactes, des moments figés, dans des rectangles brillants. Il y avait des images de Thomas enfant, manquant ses 2 dents de devant, et souriant, avec du jus de pastèque sur le menton. Caroline tenant un chaton qu'elle avait supplié de garder. Harold, debout derrière le grill, dans un tablier ridicule, retournant des hamburgers et riant de tout son visage. Page après page, j'ai vu le temps se défaire. Des fêtes d'anniversaire, avec du papier crépon et des gâteaux faits maison. Des voyages de camping, avec des tentes branlantes et des guimauves brûlées. Des vacances où nous ne pouvions pas nous permettre des hôtels. Alors nous nous contentions de lacs et de pique-niques. J'avais oublié combien de fois j'avais été derrière l'appareil photo, capturant une joie dans laquelle je n'ai jamais pu être. Il y avait une photographie d'un matin de Noël d'il y a des années, peut-être 1992.
Thomas assis en tailleur en pyjama. Caroline à côté de lui, déballant une boîte de la taille de ses genoux. Mon écriture sur l'étiquette du cadeau était à peine visible. À ma douce fille, de tout mon cœur. J'ai fixé cette photo un long moment. Je me suis souvenu d'avoir économisé pendant des mois pour leur acheter les choses qu'ils voulaient cette année-là. Je m'étais privé de nouvelles chaussures, pour que Caroline puisse avoir ce clavier, pour que Thomas puisse avoir le vélo. Cela ne m'avait jamais semblé être un sacrifice alors. C'était de l'amour. Mais maintenant, en regardant ces sourires figés, je me suis demandé où le changement s'était produit. Quand le don s'est-il transformé en attente? Quand mon amour a-t-il cessé d'être quelque chose de précieux pour devenir quelque chose d'exigé? Plus tard dans l'après-midi, je me suis assise avec un bloc-notes et j'ai écrit tout ce que je leur avais jamais donné. Non pas les finances, cette liste vivait déjà dans mon agenda, mais les choses intangibles, les nuits blanches, le poste que j'ai refusé pour pouvoir être à la maison le soir, les amitiés que j'ai laissées s'estomper parce qu'elles ne s'intégraient pas parfaitement aux rendez-vous de jeu et aux réunions parents-professeurs, la retraite que j'ai retardée quand Harold est tombé malade, et le conseil à temps partiel que j'ai pris par la suite, juste pour pouvoir aider Thomas avec son prêt commercial. La liste s'allongeait, jusqu'à ce que les lignes se brouillent sur la page et que ma main me fasse mal à force d'écrire. Je me suis adossée, fixant l'encre noire griffonnée sur le papier, stupéfaite de son poids. C'étaient les choses que je n'avais jamais dites à voix haute. C'étaient les choses que j'avais gardées dans les coins silencieux de mon cœur, convaincue que les dire les diminuerait en quelque sorte, que l'amour ne devrait jamais être comptabilisé, qu'une mère donne sans compter, mais peut-être que c'était une partie du problème, parce qu'en ne nommant pas ces choses, en ne les honorant pas, j'avais permis à tout le monde, y compris à moi-même, de croire qu'elles n'avaient pas d'importance. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'Harold. Il était dans la cuisine, remuant une casserole sur la cuisinière, portant ce même tablier ridicule. Il s'est tourné vers moi et n'a rien dit. Il a juste souri de la façon dont il le faisait quand il voulait que je sache qu'il était fier. Je me suis réveillée avec des larmes sur les joues et un étrange sentiment de paix dans la poitrine. Il était temps d'arrêter de me cacher la vérité. Le lendemain, j'ai imprimé des copies des documents que mon avocate m'avait aidé à rédiger. Je les ai mis dans une enveloppe en manille et je les posais près de la porte. Si Thomas demandait à nouveau, je la lui donnerais. S'il ne le faisait pas, je passerais à autre chose. En attendant, j'ai contacté une vieille amie de l'église, Suzanne, à qui je n'avais pas parlé depuis près d'1 an. Nous nous sommes retrouvés pour déjeuner dans un petit café du centre-ville, et je me suis surprise à rire d'une manière que je n'avais pas faite depuis longtemps, fort, sans filtre, réel. Je lui ai raconté un peu ce qui s'était passé, et elle a écouté sans juger, posant simplement sa main doucement sur la mienne et hochant la tête avec une compréhension silencieuse. « Tu n'es pas seule dans cette situation », a-t-elle dit doucement. Et elle avait raison. Tant de femmes de notre âge avaient des histoires similaires, d'être oubliées, mises à l'écart, considérées comme acquises. Nous avions construit des familles, des foyers et des identités sur le dos du service et de l'amour. Et quand le monde n'avait plus besoin de nous de cette manière, il ne savait pas quoi faire de nous. Mais nous le savions. Nous pouvions réécrire les règles. Nous pouvions retrouver la joie, non pas par leur validation, mais par nos propres choix. À la fin de la semaine, j'avais fait une liste de choses que je voulais faire pour moi-même. Je voulais suivre un cours de poterie au centre communautaire. Je voulais visiter Portland au printemps, juste pour flâner dans les jardins
et sentir les rosiers en fleurs. Je voulais planter des tournesols dans le jardin, même si les voisins pourraient se plaindre qu'ils sont trop grands. Ce n'étaient pas de grandes ambitions, mais elles étaient à moi, et pour la première fois depuis des décennies, je m'étais donné la permission de les poursuivre sans culpabilité. Je n'avais plus besoin d'être nécessaire, j'avais besoin d'être entière. Telle fut la révélation. Elle n'est pas venue avec une confrontation dramatique ou une dispute finale. Elle est venue dans le calme, dans l'immobilité, dans les moments où je me suis permis d'arrêter de jouer le rôle de la mère, qui donne toujours, et d'entrer enfin dans la plénitude d'être une femme avec une voix, avec des limites, avec une vie encore devant elle. Pas derrière, devant. Je n'avais pas eu de nouvelles de Thomas depuis près d'une semaine. Après avoir envoyé ce message sur l'accord formel, celui qui décrivait les termes et conditions de toute aide future, le silence qui a suivi était presque assourdissant. Au début, je vérifiais constamment mon téléphone, m'attendant à moitié à une réponse motivée par la colère, la confusion, peut-être même le regret. Mais rien n'est venu. Pas d'appel de suivi, pas d'email. Juste un espace vide là où sa voix vivait autrefois. Je ne vais pas prétendre que ça n'a pas fait mal. Il y avait une partie de moi, une vieille partie, au plus profond de la moelle de la maternité, qui aspirait encore à être nécessaire, à être consultée, à être aimée inconditionnellement par les enfants dans lesquels j'avais tant investi. Mais cette partie de moi devenait de plus en plus silencieuse à chaque jour qui passait. Pas morte, juste moins puissante. Comme une chanson qui était autrefois ma préférée, mais qui ne suscitait plus les mêmes émotions quand je l'entendais. Au lieu d'attendre, j'ai avancé. Je suis allée au centre communautaire un mardi matin et je me suis inscrite au cours de poterie. L'instructrice, une femme douce nommée April, portait ses cheveux argentés en une longue tresse dans le dos et parlait doucement, comme quelqu'un qui avait passé la majeure partie de sa vie à écouter plutôt qu'à parler. La classe était remplie d'autres femmes comme moi, certaines veuves, certaines divorcées, certaines simplement fatiguées d'être invisibles. Nous avons plus ri que parlé. Nous avons fait des tasses terribles, des bols de travers et des vases maladroits, et nous nous sommes encouragés les unes les autres comme si nous sculptions des chefs-d'œuvre. Chaque morceau d'argile difforme était célébré parce qu'il était à nous, façonné par nos mains, pas pour quelqu'un d'autre, pas pour impressionner, juste pour créer. J'ai commencé à remarquer les petites joies que j'avais manquées alors que j'étais enveloppée de culpabilité et d'obligation. La façon dont le soleil réchauffait le parquet du salon, en milieu d'après-midi. La façon dont le chien de mon voisin aboyait rythmiquement au camion de la poste tous les jours, sans faute. L'odeur d'oranges fraîches au marché, leur peau froide et alvéolée sous mes doigts. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais devenue engourdie jusqu'à ce que mes sens se réveillent à nouveau. Un après-midi, j'ai croisé Caroline à l'épicerie. C'était une rencontre étrange, imprévue et un peu maladroite. Elle poussait un chariot rempli de collations et de boîtes de jus, les yeux fatigués, les épaules tendues. Elle a souri en me voyant, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Nous avons échangé des mots polis. « Comment vas-tu ? Comment vont les enfants ? Comment va la maison ?» Mais c'était superficiel, prudent. Elle n'a pas mentionné Noël. Je n'ai pas mentionné le silence qui avait suivi. C'est comme si nous marchions toutes les deux sur un sol de verre que nous avions peur de fissurer. Elle a mentionné quelque chose sur le fait d'être occupée, que les choses étaient un peu compliquées ces derniers temps, et j'ai hoché la tête, offrant de la compréhension
sans laisser de place aux excuses. Quand elle m'a demandé si je voulais passer bientôt, j'ai souri doucement et je lui ai dit que j'y réfléchirais. Je ne lui devais pas un oui. Plus maintenant. Ce changement m'a semblé puissant. De retour à la maison, j'ai parcouru le placard de la chambre d'amis. Il y avait encore des jouets de quand les petits-enfants étaient ni plus jeunes, des jeux de société auxquels il manquait des pièces, de vieux puzzles à moitié assemblés dans des boîtes. Je ne les ai pas jetés, je n'effaçais personne, mais je les ai soigneusement emballés dans des bacs, je les ai étiquetés et je les ai stockés dans le garage. La pièce avait l'air plus grande après, plus légère, plus à moi. Cette nuit-là, je me suis préparé un dîner simple et je l'ai mangé près de la cheminée. La maison était calme, mais pas solitaire. J'avais toujours craint ce genre de silence auparavant, comme s'il allait m'avaler tout entière. Mais maintenant, je le voyais différemment. Ce n'était pas une punition, c'était un choix, un espace que j'avais créé et revendiqué. Le lendemain matin, j'ai reçu un message vocal de Thomas. Sa voix était sobre, même un peu hésitante. Il a dit qu'il avait reçu mon message, qu'il comprenait le nouvel arrangement. Il n'a pas dit merci. Il ne s'est pas excusé. Il a simplement dit qu'il se débrouillait et qu'il prendrait contact. J'ai écouté le message 2 fois, attendant le sentiment qu'il susciterait. Mais il n'y avait rien de vif ou d'amer. Juste une confirmation silencieuse que la route entre nous avait changé. Nous n'étions plus sur le même chemin. Peut-être qu'un jour, nos routes se croiseraient à nouveau, d'une nouvelle manière, avec de nouvelles intentions. Mais pour l'instant, j'avais quitté l'autoroute de leurs attentes et choisi une route plus petite et plus calme. J'ai commencé à me réveiller plus tôt, non pas par obligation, mais parce que je voulais voir le soleil se lever sur les collines derrière mon jardin. J'ai recommencé à écrire, pas pour quelqu'un d'autre, juste de courtes petites réflexions, dans un carnet que je gardais près du chevet. Des pensées sur le vieillissement, sur le pardon, sur le poids et la chaleur de recommencer. J'ai commencé à comprendre que mon histoire ne se terminait pas. Elle changeait simplement de genre. Je ne savais pas où la route mènerait, mais pour la première fois depuis longtemps, c'est moi qui étais au volant. Le réveillon du Nouvel An est arrivé sans aucune des fanfares que j'y associais autrefois. Pas de serpentin, pas de tintement de verre à minuit, pas de foule devant la télévision pour regarder le compte à rebours à Times Square. Au lieu de cela, la nuit s'est installée discrètement, douce et sans prétention, alors que la neige commençait à tomber devant ma fenêtre. Je me tenais dans la cuisine, pelant des pommes pour une tarte. Le rythme de la lame contre le fruit, étrangement méditatif. La maison sentait la cannelle et les clous de girofle, et pour la première fois depuis des années, je ne préparais pas de dessert pour quelqu'un d'autre que moi. La solitude ne me dérangeait pas. Plus maintenant. Après le dîner, je me suis emmitouflée dans un manteau épais et une écharpe, et je suis sortie sur le porche avec une tasse de thé chaud entre mes mains. La rue était silencieuse, la neige étouffant chaque son en quelque chose de sacré. Je pouvais entendre le crépitement lointain de feux d'artifice, des célébrations précoces résonnant à travers la ville. Mais ici, sur mes propres marches, tout était immobile. La lumière du lampadaire projetait des halos dorés sur le sol blanc, et je suis restée là à respirer. Le froid, le calme, l'instant. Alors que minuit approchait, je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai appelé personne. J'ai allumé une seule bougie sur la table de la cuisine et je me suis assise devant avec mon carnet. Le même que j'avais commencé quelques semaines plus tôt,
rempli maintenant de pages de pensées inexprimées et de vérités dures que j'avais enfin trouvé le courage d'affronter. J'ai écrit la date en haut de la page, 1er janvier, et j'ai fait une pause avant d'écrire quoi que ce soit d'autre. Il n'y avait pas besoin de résolution. Je ne voulais pas faire de promesses que je ne pourrais pas tenir. Ce dont j'avais besoin, ce n'était pas plus de pression pour changer qui j'étais. Ce dont j'avais besoin, c'était la permission de continuer, de construire sur ce qui avait commencé silencieusement, douloureusement et honnêtement. J'ai écrit « Cette année, je vivrai pour moi-même sans culpabilité ». Puis, j'ai refermé le carnet et j'ai soufflé la bougie. Le jour de l'an m'a accueilli avec un ciel pâle et une fine croûte de givre sur tout. J'ai préparé le petit déjeuner lentement. Œufs brouillés, pain grillé avec de la confiture et un petit verre de jus d'orange. J'ai mis de la musique en nettoyant la cuisine, quelque chose de léger et de jazzy, et je me suis laissé fredonner. C'était bon de bouger sans hâte, de ne pas se préparer à l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Plus tard dans la journée, j'ai conduit jusqu'au parc. Les routes étaient principalement dégagées, la neige tassée par des pneus prudents. Je me suis garé près du début du sentier et j'ai commencé à marcher, mes bottes crissant doucement à chaque pas. J'ai croisé des familles prenant des photos, des couples se tenant la main et des enfants emmitouflés comme des guimauves, colorés, courant pour attraper des flocons de neige. Je les ai regardés sans envie. Je n'avais pas l'impression de manquer quelque chose. Je me sentais comme une observatrice silencieuse d'un monde autour duquel j'avais autrefois tourné, mais plus maintenant. Près du lac, je me suis assise sur un banc et j'ai regardé les canards se blottir dans la mince bande d'eau non gelée. J'ai sorti un thermos de thé de mon sac et j'ai siroté lentement, la chaleur manquant. Une femme promenant son chien est passée et m'a offert un sourire. Je le lui ai rendu, reconnaissante de la simplicité de l'échange. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans une petite librairie locale que j'avais passée 100 fois sans jamais y entrer. À l'intérieur, le propriétaire, un homme d'une 70aine d'années, avec un gilet en tricot et des yeux doux, m'a accueillie comme une vieille amie. Nous avons bavardé sur les romans policiers et la poésie, et je suis partie avec 2 livres de poche et une invitation à la prochaine soirée de lecture de la boutique. Je n'avais pas ressenti ce genre d'étincelle depuis des années, le genre qui chuchotait « Tu as encore ta place quelque part ». De retour à la maison, j'ai réarrangé les meubles de la chambre d'amis, la transformant en un espace qui reflétait qui j'étais maintenant. J'ai déplacé un petit bureau sous la fenêtre, j'ai placé une lampe de lecture dans le coin et j'ai rempli les étagères de titres qui m'avaient autrefois apporté de la joie. J'ai accroché une peinture de l'océan que j'avais achetée à une foire artisanale il y a des années, mais que je n'avais jamais encadrée. La pièce, autrefois réservée aux autres, était enfin devenue la mienne. Cette nuit-là, je me suis blottie dans mon lit avec l'un des livres que j'avais acheté, une tasse de chocolat chaud à la main et un chat enroulé contre mes jambes. J'ai lu jusqu'à ce que les mots se brouillent et que la chaleur des couvertures m'emporte. Personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de SMS. Et pourtant, je me sentais comblée. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée pour moi-même quand j'étais plus jeune. Ce n'était pas la vie que je pensais avoir en élevant des enfants, en construisant des traditions, en faisant de la place pour tout le monde. Mais elle était à moi. Et à bien des égards, elle était meilleure. Parce que maintenant, je choisissais tout ce qu'elle contenait. Je choisissais des matins calmes et des soirées sans hâte. Je choisissais l'honnêteté
plutôt que l'obligation. Je choisissais un amour qui ne me demandait pas de disparaître. Et surtout, je me suis choisi moi-même, non pas en réaction à ce qui m'avait été pris, mais comme une promesse de ce que je ne donnerais plus aussi librement. L'année s'étendait devant moi comme une route que je n'avais jamais parcourue, ouverte, sinueuse et pleine de possibilités. Et j'étais enfin prête à la parcourir, seule, sans peur et libre.